Claire Vallet est arrivée à l'étude notariale en pensant n'y affronter que la fin de son mariage. Mais elle y a trouvé un piège. Monté de toutes pièces, avec des sourires élégants et des clauses d'une cruauté glaciale, Charles Beaumont, le mari qui, un jour, avait promis de la protéger, était assis aux côtés de sa propre mère, prêt à lui imposer une séparation millimétrée, conçue pour la laisser sans rien. Ce que la famille Beaumont ignorait, c'est que Claire connaissait mieux que quiconque le poids d'une signature. Et avant même que le stylo ne touche le papier, une simple question allait transformer cet accord en une preuve accablante contre eux tous. « Ma chère, aujourd'hui vous repartez d'ici sans mari, sans maison, et sans le droit de porter notre nom. » La phrase a été prononcée par Éléonore Beaumont, avec un calme si poli qu'il semblait avoir été répété devant le miroir de son hôtel particulier. À Neuilly-sur-Seine, le salon privé de l'étude notariale, dans le 8e arrondissement de Paris, était vaste, tout froid et silencieux. Au centre, une grande table en bois sombre, des verres d'eau intacts, un plateau avec des expressos déjà tièdes, et des piles de documents parfaitement alignés. Comme si la vie d'une femme pouvait être démantelée par ordre alphabétique, Claire Vallet était assise de l'autre côté de la table. Elle portait une robe beige toute simple, les cheveux sagement noués sur la nuque, ses mains reposaient sur le petit sac posé sur ses genoux. Charles Beaumont ne la regardait pas directement. Il gardait le menton haut, sa montre hors de prix, dépassant de la manche de son costume bleu marine, tandis qu'il murmurait « Ne complique pas les choses plus qu'elles ne le sont déjà. » Claire, on the fives, à ses côtés, Valentine Dubois, la conseillère juridique de la famille, s'est penchée en avant avec un sourire pincé. C'est un accord très généreux pour quelqu'un qui est entré dans ce mariage sans rien apporter. Dandy, Claire a levé les yeux, non pas vers Valentine, mais vers le clerc de notaire qui attendait l'ordre de commencer, avant la moindre signature. Elle a déclaré d'une voix sereine « Je veux entendre chaque clause lue à voix haute. » Ensemble, Éléonore a lâché un petit rire sec, presque muet. Le genre de rire d'un adulte amusé par un enfant qui pose des questions de grand « Vous avez toujours aimé faire semblant de comprendre le monde des affaires. »« Ma chérie », a-t-elle murmuré en ajustant son bracelet en or. « Pourtant, c'est très simple. Vous acceptez de partir discrètement. La famille préserve son nom, et personne n'a besoin de savoir que votre mariage a échoué, parce que vous n'avez pas su tenir la place qui vous avait été offerte. » End quote. Claire a senti la phrase s'insinuer lentement, sans déchirer la peau tout de suite, comme une lame extrêmement fine. Pendant 3 ans, elle avait entendu toutes les variantes de ce même venin, lors des dîners mondains, dans les ascenseurs, aux fêtes de famille, et sur des messages vocaux laissés par erreur. Charles a pris une grande inspiration, affrontant enfin son regard l'espace d'une seconde. « Ma mère veut juste éviter un scandale, » a-t-il dit. Claire a soutenu son regard. « Et toi, Charles, que veux-tu éviter, le scandale ou la vérité ?» Valentine a tapoté le dossier du bout des doigts. « La vérité, c'est que Madame Beaumont vous offre bien plus qu'elle ne le devrait. L'appartement reste à la famille. Les véhicules restent à la société. Les parts demeurent intouchées. Vous touchez une indemnité de transition. Et vous reprenez le cours de votre vie. Indexelable. » Claire s'est tournée vers le clerc de notaire. « S'il vous plaît, commencez par la première page. » Antenomete. L'homme s'est raclé la gorge, a ajusté ses lunettes et a commencé la lecture, avec cette neutralité parfaitement rodée, propre à ceux qui ont l'habitude de voir des couples se déchirer par colère. Par honte ou par pur calcul, pendant qu'il égrenait les termes de dissolution par consentement mutuel, de confidentialité et de renonciation aux réclamations futures. Claire observait les moindres mouvements dans la pièce. Valentine vérifiait son téléphone toutes les 2 minutes. Éléonore gardait les doigts entrelacés, mais son pouce gauche pressait le droit avec force. Charles tapait du pied sous la table, impatient, comme si cette lenteur exigée par Claire n'était qu'une de ses nombreuses failles en tant qu'épouse. De l'autre côté de la porte en verre dépoli, le bruit étouffé de Paris montait en klaxons lointains. Des ascenseurs s'ouvraient et se fermaient. Des pas pressés de gens qui continuaient à vivre, tandis qu'à l'intérieur,
Le nom de Claire était méthodiquement effacé d'une famille qui ne l'avait jamais accepté. Quand le clerc de notaire est arrivé à la section concernant les biens, elle a légèrement incliné la tête. Répétez cette phrase. S'il vous plaît, a-t-elle demandé. Éléonore s'est figée. Claire. Ne commencez pas. Enfin, elle n'a pas répondu à sa belle-mère. Le clerc a hésité, puis a relu le passage. Un passage stipulant que Claire reconnaissait n'avoir aucune participation, aucun droit direct, indirect ou d'attente, sur un quelconque patrimoine lié à la famille Beaumont, y compris sur les actifs transférés, cautionnés ou manipulés pendant la durée du mariage. Claire a respiré lentement. Le mot cautionné est resté suspendu au-dessus de la table, comme une goutte d'encre noire tombant sur un tissu blanc. Elle se souvenait d'avoir entendu ce même mot un soir, des mois auparavant. En passant dans le couloir de la bibliothèque de la maison de Neuilly, elle y avait surpris Éléonore, refermant un dossier noir avec un peu trop de précipitation. À l'époque, Charles lui avait dit qu'il s'agissait de documents de fournisseurs, rien qui puisse l'intéresser. Claire y avait cru. Ou plutôt, elle avait voulu y croire, parce qu'elle essayait encore de sauver un peu de tendresse au sein d'un mariage qui était déjà devenu une entreprise mal gérée. Aujourd'hui, avec une voix parfaitement maîtrisée, elle a demandé « Quels actifs ont été cautionnés pendant notre mariage ?» Le sourire de Valentine s'est élargi, mais ses yeux ont perdu de leur éclat. C'est une formulation standard. Claire a tourné une page, sans même toucher au stylo. Standard pour quelqu'un qui divorce, ou standard pour quelqu'un qui transfère ses responsabilités. Charles a froncé les sourcils. « De quoi est-ce que tu parles ?» Éléonore a pris les devants avant que Claire ne puisse répondre. Elle ne parle de rien du tout. Elle essaie juste de gagner du temps. Elle a toujours été si théâtrale quand elle n'obtient pas ce qu'elle veut. « Monsieur Gray », Claire a regardé Charles droit dans les yeux. « Je veux simplement comprendre ce que l'on me pousse à signer. » Pour la première fois, il a détourné le regard de sa mère pour fixer le dossier. Le clerc a continué sa lecture, nettement moins à l'aise. La pièce semblait soudain plus petite. Chaque mot prononcé faisait perdre à Éléonore un peu de l'élégance fabriquée avec laquelle elle était entrée. La clause suivante traitait d'une autorisation rétroactive. Elle visait à valider des documents signés au nom de Claire pendant le mariage, concernant des opérations de restructuration du patrimoine du groupe Beaumont. Claire a senti son estomac se contracter, mais elle n'a pas laissé son visage la trahir. Elle a glissé la main dans son sac. Ses doigts ont frôlé le capuchon lisse d'un vieux stylo en métal sombre. Un cadeau que son père lui avait offert le jour de son emménagement à Paris. Auguste Vallet lui avait dit ce jour-là, avec sa façon tranquille d'homme de la terre. Habitué à parler peu et à accomplir beaucoup, ma fille, n'aie jamais peur d'aimer, mais ne donne jamais ta signature à quelqu'un qui s'offusque, parce que tu as voulu lire avant de signer. À l'époque, elle avait trouvé la phrase un peu trop dure pour une jeune mariée. Aujourd'hui, cela résonnait comme la seule phrase véritablement remplie d'amour qu'on lui ait offerte durant tout ce mariage. Autorisation rétroactive, a répété Claire. Valentine a répondu du tac au tac. C'est uniquement pour régulariser des procédures administratives. Claire a incliné le visage. Des procédures administratives. En mon nom, Charles a remué sur sa chaise. Valentine. De quel document parle-t-on? Éléonore a refermé sa main sur son sac. Charles, ne sois pas naïf. Ton épouse est en train de nous faire une scène. Nusati. Le mot épouse est sorti de la bouche d'Éléonore comme une accusation, et non comme un lien. Claire a remarqué que Charles commençait à s'agiter, mais pas encore pour elle. Il s'agitait à l'idée de ne pas tout savoir. Cette nuance lui a fait plus de mal que sa froideur habituelle. Pendant des années, Claire avait espéré qu'à un moment donné, il verrait la solitude qu'elle portait au sein de cette famille. Elle avait espéré, lorsqu'Éléonore la reléguait loin de la table principale lors des dîners avec les investisseurs, elle avait espéré. Lorsque Valentine apparaissait aux réunions familiales en étant traitée comme l'avenir des Beaumont, pendant qu'on envoyait Claire à la cuisine pour voir si le café était prêt, elle avait espéré, même quand Charles acceptait le silence comme seule solution. Aujourd'hui, dans cette étude notariale, elle comprenait qu'elle avait confondu la patience avec l'espoir. J'ai droit à une copie intégrale avant de signer quoi que ce soit. A-t-elle exigé? Valentine a posé ses deux mains à plat sur la table,
Vous avez reçu le document hier. Assez beau. Claire a hoché la tête. J'ai reçu une version de 22 pages. Celle-ci en fait 30 et une. Le clerc de notaire a levé les yeux. Charles s'est brusquement tourné vers Valentine. Éléonore. Elle est restée beaucoup trop immobile. Sur le boulevard en contrebas, un long coup de klaxon a traversé la vitre. Comme un avertissement, Valentine a retrouvé sa voix. Avec effort. Ce sont de simples ajustements techniques. Claire a lentement feuilleté les pages jusqu'à atteindre celle marquée dans le coin supérieur par un numéro que quelqu'un avait tenté de recouvrir d'une étiquette. Alors passons aux ajustements techniques. A-t-elle dit? Elle s'est arrêtée sur la clause 13. Le numéro semblait bien trop petit pour porter une telle charge de venin. Il est écrit ici que je reconnais avoir autorisé l'utilisation de mon nom pour des garanties liées à Beaumont Investissement, et que je renonce à contester toute transaction réalisée à mon profit ou au profit du couple. Offre gang. Éléonore a souri à nouveau. Mais cette fois, son sourire trahissait l'urgence. Exactement. Vous avez vécu dans cette famille. Vous avez profité de notre chauffeur, de la sécurité, de la maison, de la carte de crédit. Ne venez pas faire semblant aujourd'hui que vous n'en avez pas bénéficié. Anzelorte. Claire a senti la chaleur lui monter au visage. Non pas de honte, mais d'une colère propre, silencieuse, qui n'avait pas besoin de crier pour exister. J'ai occupé une chambre dans votre maison, Madame Beaumont. Je n'ai pas utilisé ma signature pour couvrir les dettes de votre entreprise. Anafune. Charles Blemy. Dette. Valentine a claqué le dossier avec force. Claire est en train de déformer des termes qu'elle ne comprend pas. Claire a regardé le clerc de notaire. Je vous prie de consigner dans le registre que la partie concernée demande des éclaircissements sur la clause 13 avant toute signature. Le clerc, pris en étau entre le protocole et la tension extrême, a tapé quelques mots sur son ordinateur. Le bruit du clavier a semblé irriter Éléonore plus que n'importe quelle accusation. Elle s'est penchée vers Claire, baissant le ton. Mais pas assez pour que les autres n'entendent pas. Vous pensez pouvoir nous menacer parce que vous avez appris 2 ou 3 mots de vocabulaire juridique sans Charles. Vous redevenez une moins que rien. Une fille sans nom de famille. Sans influence. Sans patrimoine visible. Votre père, quel qu'il soit, que n'est pas là pour financer votre insolence. Ok. Claire a senti le coup l'atteindre dans un endroit très ancien, bien avant son mariage. Elle a pensé à Auguste. Là, bas, au cœur des vignobles de Bourgogne, ses mains abîmées par le travail de la terre, malgré les costumes sur mesure qu'il ne portait que lorsque c'était strictement nécessaire, cet homme qui préférait signer des contrats en silence, plutôt que d'apparaître dans les magazines financiers, elle a pensé à toutes ces fois où il avait voulu intervenir, et où elle l'avait supplié de n'en rien faire. Elle voulait être aimée sans que le poids du non-valet ne précède son entrée dans une pièce. Elle voulait être choisie pour être Claire, et non pour être la fille d'Auguste Valet. Et c'était peu, être là sa plus douloureuse erreur. Elle a affronté le regard d'Éléonore et a répondu « Vous avez raison sur un point. Madame, mon père n'est pas entré avec moi dans cette pièce. » Elle a fait une pause. Mais cela ne veut pas dire qu'il ignore où je suis. Enfin, Charles s'est légèrement soulevé de sa chaise. Comme si cette phrase venait d'ouvrir une porte juste derrière lui. Claire. Qu'est-ce que ça veut dire? Elle n'a pas répondu tout de suite. Elle a sorti de son sac le stylo sombre et l'a posé sur la table sans le déboucher. Éléonore a ri avec mépris. Vous allez transformer un stylo en arme de menace. Maintenant, Claire a caressé le métal du pouce. Non. J'ai simplement apporté la seule chose que mon père m'a demandé de ne jamais oublier. And Brugels. Valentine a regardé le stylo. Pendant une fraction de seconde, elle a semblé le reconnaître. Ce fut si fugace que Charles ne l'a probablement pas vu. Mais Claire l'a vu. Et elle s'en est souvenue. Quand je me suis mariée, a repris Claire, j'ai signé des documents de protection patrimoniale dont je n'ai jamais parlé dans cette maison. Parce que mon mariage n'était pas une négociation financière à mes yeux, Éléonore a pincé les lèvres. Mensonge. Claire s'est penchée en avant. Alors pourquoi la clause 13 tente-t-elle de me faire renoncer? Précisément, au droit de contester des cautions données en mon nom, le silence qui a suivi n'était pas vide. Il était lourd de peur.
Charles a regardé sa mère avec une expression que Claire ne lui avait jamais vue, un mélange de doute et de blessure. Pour la première fois de la matinée, il semblait moins être le mari traître que le fils découvrant l'architecture de son propre aveuglement. Éléonore a tenté de reprendre contenance avec sa vieille autorité. « Ça suffit. Claire, vous allez signer maintenant, ou bien vous partirez d'ici sans votre indemnité de transition. » La menace aurait dû sonner comme un point final. Mais elle n'avait plus la même force. Claire a pris son verre d'eau, a bu une petite gorgée, et l'a reposé exactement dans le même cercle humide laissé sur la table. Je ne signe pas un document dont on a échangé les pages. Je ne signe aucune renonciation concernant des opérations que j'ignore. Je ne signe pas d'autorisation rétroactive pour que quiconque utilise mon nom. Et surtout, je ne signe pas tant que mon représentant légal, chargé de mon patrimoine personnel, n'est pas présent dans cette pièce. Do you find it? Valentine est devenue écarlate. Représentant légal, vous n'aviez pas informé de la présence d'un avocat. Claire a tourné les yeux vers elle. Je ne vous ai pas informé. Vous, Menteley. Charles a passé une main dans ses cheveux, perdant l'espace d'un instant cette image impeccable qu'il arborait toujours dans les tours de la défense. Claire, s'il y a quelque chose que j'ignore sur ces garanties, tu dois me le dire maintenant. La douleur a failli lui arracher un rire. Il voulait savoir maintenant. Après 3 ans passés à choisir de ne pas entendre, j'ai essayé de te parler tant de fois. Charles, tu n'as trouvé utile de m'écouter que lorsque ta propre signature s'est retrouvée en danger aux côtés de la mienne. Alzenate, à l'extérieur, des pas fermes se sont approchés dans le couloir. Ce n'étaient pas les pas pressés d'un employé, ni la marche nerveuse d'un client en retard. Il y avait dans ces pas une lourde tranquillité, une sorte de certitude ancienne, qui semblait occuper l'espace avant même que la personne n'apparaisse. Le téléphone de Valentine a vibré sur la table, elle a regardé l'écran et a complètement perdu ses couleurs. Éléonore l'a remarqué, fixant l'appareil avec des yeux perçants. « Qui est-ce » a-t-elle chuchoté. Valentine n'a pas répondu. Charles, toujours debout, s'est tourné vers la porte vitrée, au moment exact où l'assistante de l'étude a ouvert la salle, annonçant avec une prudence professionnelle « Madame Vallet ». Maître Auguste Vallet vient d'arriver avec ses avocats. Ce nom s'est abattu sur les Beaumont comme un bloc de marbre s'écrasant au milieu de la table. Éléonore a cligné des yeux, fouillant dans ses propres mémoires, pour se rappeler où elle avait déjà entendu ce nom de famille en dehors de la bouche de sa belle-fille. Valentine a fermé les yeux une seconde, comme quelqu'un qui comprend. Bien trop tard. Que le piège avait été tendu à la mauvaise personne. Claire n'a pas souri. Elle a simplement repris le stylo de son père, l'a remis dans son sac et a déclaré, en regardant le document qu'on avait essayé de lui faire signer, « Maintenant, nous pouvons reprendre la lecture. » Miss Gray, Auguste Vallet est entré dans la pièce sans se presser, et c'est peu être cela qui a le plus perturbé la famille Beaumont. Il n'avait pas l'air d'un homme appelé en urgence pour sauver sa fille d'une humiliation. Il avait l'air de quelqu'un qui connaissait déjà le chemin, le bâtiment, cette table, ces visages, et même l'erreur que chacun d'eux s'apprêtait à commettre. Il portait un costume gris foncé sans ostentation, une cravate d'un bleu profond, parfaitement nouée, les cheveux grisonnants peignés en arrière, et une expression qui n'avait pas besoin d'être dure pour imposer le silence. Derrière lui, 3 avocats sont entrés, 2 hommes et une femme, tous munis de chemises fines, de tablettes, et de cette discrétion si chère à ceux qui travaillent dans les étages supérieurs, de la défense. Là où personne n'élève la voix parce que les conséquences parlent d'elles-mêmes, Claire ne s'est pas levée. Elle a simplement respiré, comme si, pour la première fois de la matinée, l'air de la pièce avait cessé de la blesser. Auguste l'a regardée avant de prêter attention à qui que ce soit d'autre. « Tout va bien. Ma fille ?» a-t-il demandé. Et dans ces mots simples, il y avait infiniment plus de protection que dans toutes les années où Charles avait appelé Claire son épouse. Éléonore a blêmi en entendant les mots « ma fille ». Charles est resté pétrifié. Valentine a baissé les yeux sur le document, comme si la réponse se cachait dans les marges. Le clerc de notaire, perdu entre la formalité de la procédure et le changement brutal d'atmosphère, s'est levé presque machinalement. « Maître Auguste Vallet,
a annoncé l'avocate qui l'accompagnait. Posant sa carte professionnelle sur la table, « Je suis Hélène Chapuis, en charge de la protection patrimoniale de Madame Claire Vallet. Nous demandons qu'il soit consigné au procès-verbal que nous sommes arrivés avant toute signature et qu'aucune version de l'accord ne sorte de cette pièce. » Valentine a réagi bien trop vite. C'est tout à fait inutile. Nous sommes dans le cadre d'une tentative de divorce par consentement mutuel. Auguste a fini par poser les yeux sur elle. Il n'y avait aucune colère sur son visage. Juste une attention si claire qu'elle semblait arracher les masques. Un consentement mutuel. Maître, c'est quand personne n'échange les pages la veille, pour appeler cela un ajustement technique. www. Le silence qui s'en est suivi n'était pas fait de surprise, mais de reconnaissance. Éléonore a repris contenance avec effort, redressant sa posture comme si elle présidait encore un dîner de charité, entourée de photographes et de coupes de champagne. Monsieur, vous devez être bien mal informé. Claire a toujours été traitée avec le plus grand respect dans cette famille. The Sexton. Claire a baissé les yeux un instant. Non par honte. Mais pour cacher à quel point ce mensonge parvenait encore à toucher une plaie à vif, Auguste a répondu sans élever la voix. Alors cela ne posera aucun problème si nous lisons tout. This one. Charles s'est passé la main sur le visage. Pour la première fois depuis le début de la matinée, il semblait plus épuisé qu'arrogant. Il connaissait le nom Vallet. Pas dans les détails. Car c'était le genre de nom qui circulait, sans trop se montrer, lié à d'immenses domaines ruraux, des entrepôts viticoles prestigieux, des investissements discrets et des participations qui s'accompagnaient rarement d'une photo dans un magazine. Maintenant, alors qu'Auguste s'asseyait à côté de Claire, Charles commençait à se remémorer ces petits signes qu'il avait jugés sans importance. Un vieux chauffeur que Claire appelait respectueusement Monsieur Jean, et qui refusait toujours les pourboires. Un appel qu'elle avait rejeté au milieu d'un dîner. Parce que papa n'aime pas parler affaires à table. Un simple collier en or ancien, qu'Éléonore avait qualifié de provincial, mais qu'un grand bijoutier de la place Vendôme avait examiné avec un peu trop de soin. Claire, a murmuré Charles, cherchant en elle une explication qui pourrait lui épargner sa propre cécité. Pourquoi ne me l'as-tu jamais dit ? Elle l'a regardé avec une sérénité qui faisait plus mal qu'une accusation. Parce que je voulais savoir si tu me choisirais, même en pensant que je n'avais rien. There. Éléonore a tapé du bout de l'ongle sur la table. Quel mélodrame si arrangeant. Hélène Chapuis a ouvert son dossier et a demandé au clerc de notaire une copie de la version présentée pour signature. Valentine a hésité, arguant que le document était encore en cours de négociation, mais le clerc, devenu extrêmement prudent, a indiqué que le brouillon avait été formellement remis et pouvait être consigné comme faisant partie de la tentative. D'accord, le premier avocat d'Auguste, un homme du nom de Marcel Vasseur, a demandé que le fichier numérique d'origine soit également préservé, y compris la date, l'heure de modification et l'expéditeur. Valentine a plissé les yeux. C'est une manœuvre d'intimidation. Claire a répondu avant même que l'un de ses avocats n'ouvre la bouche. L'intimidation. C'était de m'amener ici avec une version différente de celle que j'ai reçue hier. Napotin. Éléonore s'est penchée vers Charles. Tu vas permettre ça. Charles a ouvert la bouche. Mais aucune phrase n'est sortie. Jusqu'à ce matin-là, il avait toujours cru que le verbe permettre était le bon pour tout ce qui concernait Claire. Permettre qu'elle reste. Permettre qu'elle parte. Permettre qu'elle reçoive une somme d'argent. Permettre qu'elle conserve une certaine dignité. Maintenant, en voyant Auguste debout à ses côtés, Charles réalisait que Claire n'avait jamais eu besoin de sa permission. Elle avait simplement attendu son respect, et il n'avait pas su le lui donner. La lecture a repris à la clause 13. La pièce entière semblait pencher au-dessus de ce numéro. Le paragraphe affirmait que Claire reconnaissait avoir eu connaissance et donné son accord aux garanties, transactions et instruments financiers associés à la période du mariage. Renonçant ainsi à contester les actes réalisés en son nom par les représentants du groupe Beaumont ou par des personnes liées à l'administration familiale, Hélène a demandé au clerc de faire une pause. Monsieur Charles Beaumont. Madame Claire Vallet a-t-elle occupé un quelconque poste administratif au sein de Beaumont Investissement? Charles a répondu sans regarder sa mère. Non. Hélène a poursuivi.
A-t-elle reçu procuration pour opérer sur les comptes de la société? Charles a dégluti difficilement. Pas à ma connaissance. Iquasna. Auguste a posé ses mains sur la table. Alors pourquoi votre famille a-t-elle besoin que ma fille renonce à contester des actes réalisés en son nom par les représentants de votre entreprise? Éléonore a réagi comme si la question était une insulte personnelle, parce que Claire a vécu sous notre toit. Elle a profité de nos structures. Et aujourd'hui, elle veut transformer notre générosité en accusation. United. Marcel Vasseur a allumé sa tablette et a glissé le doigt sur l'écran. Curieux, voici la mention d'une garantie liée à une ligne de crédit d'entreprise ouverte il y a 8 mois. Madame Claire Vallée y apparaît en tant que partie liée, alors qu'elle ne possède aucune part sociale. Charles s'est tourné très lentement vers Valentine. Il y a 8 mois, Valentine a tenté de garder une voix de glace. Charles, ce sont des montages techniques. Votre mère a supervisé tout cela avec le conseil d'administration. L'expression de Charles a radicalement changé. Ce n'était pas encore une défense de Claire. Mais c'était la toute première fêlure dans son obéissance. Je n'ai absolument rien signé impliquant le nom de Claire. Enfino, Éléonore est intervenue. La voix dure. Tu as signé des autorisations générales quand tu as pris la présidence. Ne sois pas puéril devant des étrangers. Claire a ressenti un frisson en remarquant le choix du mot. Des étrangers. Pour Éléonore. Elle était toujours l'intruse. Assise à cette table. Même après 3 ans de mariage. Même après avoir mémorisé les horaires de la maison. Les médicaments de son beau-père. La façon dont Charles aimait son café avant ses réunions. Et les prénoms des employés que la famille faisait semblant de ne pas voir, Auguste a capté le regard de sa fille. Et sa voix s'est légèrement assombrie. Ma fille n'est pas étrangère à un document qui utilise son propre nom. Le second avocat d'Auguste a sorti une feuille imprimée de son dossier. Nous demandons également qu'un email. Transféré, il y a 3 semaines par le service juridique de Beaumont Investissement. Soit jointe au registre. Tenajuan, Valentine Seredi. Quel email? Hélène n'a lu que l'essentiel. Sans dramatiser. Nous devons obtenir la signature de Claire avant que Valène en soit informée. Ce nom, prononcé de cette manière, a fait perdre patience à Éléonore pour la première fois. Le vernis mondain a craqué. Vous n'avez aucun droit de pirater les communications internes de notre société. Marcel a répondu avec calme. Nous n'avons rien piraté. L'email a été transféré par erreur sur une adresse liée à un document où Madame Claire Vallée figure comme garante quand on utilise le nom de quelqu'un. Madame Beaumont. On laisse des traces. And the tent is over. Charles a posé ses 2 mains sur la table. Son visage n'était plus celui de l'homme impatient qui voulait juste boucler son divorce avant le déjeuner. C'était le visage d'un homme qui voyait le sol de son propre nom de famille s'effondrer sous ses pieds. Mère, de quelle garantie parle-t-on? Éléonore l'a regardé comme s'il venait de la trahir en place publique. Il s'agit de mesures qui ont permis à cette famille de rester debout, pendant que tu jouais au mariage avec une femme qui n'a jamais compris notre monde. N7. Claire a fermé les yeux une seconde. Non par faiblesse. Par confirmation, il y a des phrases qui, lorsqu'elles sont enfin prononcées à voix haute, mettent fin à des années de doute. Charles a murmuré. Tu as utilisé son nom. Éléonore a répondu avec une fureur contenue. J'ai sauvé l'entreprise qui sera un jour la tienne. La phrase a déplacé le centre de gravité de la pièce. Jusqu'ici. Ce divorce semblait se résumer à Claire, partant avec ou sans argent. Maintenant, cela se révélait être quelque chose de beaucoup plus grand, de plus ancien, et de bien plus sale. Valentine a tenté de stopper l'hémorragie. Aucun document n'a été exécuté de façon illégale. Il y avait une présomption d'autorisation due au régime matrimonial et à la vie commune. Dieu. Hélène a levé les yeux. Une présomption d'autorisation ne remplace pas un consentement exprès, surtout lorsque l'on parle de biens propres protégés avant le mariage. Éléonore s'est mise à rire. Mais son rire s'est brisé. Des biens propres. Quel bien Claire est arrivé dans cette famille, avec 2 valises et une petite robe sans prétention. Zechen. Auguste a alors pris la parole avec une fermeté qui a même fait cesser de taper le clerc de notaire. Claire est arrivée avec une chose que votre famille n'a jamais eue. Madame Beaumont. Elle est arrivée sans avoir besoin de simuler la richesse. L'humiliation a giflé Éléonore en silence. Elle a ouvert la bouche pour répliquer. Mais Auguste a continué.
avant le mariage. Des actes de protection patrimoniale ont été enregistrés. Des participations dans des biens familiaux et des clauses de séparation de biens strictes. Ma fille n'en a pas parlé, car elle m'a demandé de respecter l'intimité de son mariage. J'ai respecté cela, mais je n'ai jamais renoncé à sa sécurité. En fait, Charles a regardé Claire. Et cette fois, il y avait une véritable douleur dans ses yeux. C'était peu, être trop tard. C'était peu, être trop peu. Mais pour la toute première fois, il semblait la voir. En dehors des versions que sa mère lui avait toujours livrées, « Tu pensais que j'allais me servir de toi si j'avais su ?» a-t-il demandé. Et la question est sortie blessée. Presque infantile, Claire a eu envie de répondre avec toute la rage accumulée en elle. Mais sa force, ce jour-là, résidait précisément dans le fait de ne pas laisser sa douleur prendre les décisions à sa place. « Je pensais que tu méritais la chance de m'aimer sans faire de calcul. Et tu as choisi de calculer quand même. » Charles a reculé, comme si elle venait de toucher en lui un point que même sa mère n'avait jamais atteint. Valentine les observait, la mâchoire crispée. Ce n'était pas de la simple jalousie. Il y avait de l'ambition en elle, mais aussi de la peur. La peur d'avoir misé sur le mauvais cheval dans cette famille, la peur que toutes ces années passées à servir Éléonore, toutes ces faveurs, tous ces documents rédigés dans l'ombre, ne finissent par ruiner sa propre carrière. De l'autre côté du couloir, quelqu'un est passé avec un plateau de café, fraîchement coulé. L'odeur familière, presque douce, contrastait cruellement avec la destruction élégante qui s'opérait autour de la table. Hélène a demandé formellement la suspension de la tentative de signature et la mise sous scellé de tous les documents présentés. Éléonore a refusé avec une violence mal contenue, déclarant que cette réunion était privée et que la famille Beaumont n'accepterait pas d'être traitée comme des criminels. Personne ici n'a employé ce mot. A rétorqué Claire, la fixant droit dans les yeux. Pour l'instant, ce petit mot a fait retenir son souffle à Valentine. Charles s'est tourné vers Claire. « Tu veux me détruire ?» Elle a pris le temps de répondre. Car cette simple question prouvait à quel point il continuait de se placer au centre de tout. « Je voulais juste divorcer sans me faire voler. » Dorgé. Auguste a effleuré le dossier de la chaise de sa fille, non pas pour la guider, mais pour lui rappeler qu'elle n'était plus seule. À partir de cet instant, a-t-il déclaré, toute discussion concernant un accord se fera dans la transparence absolue. Copies intégrales, traçabilité des documents, et identification formelle de tous les responsables ayant engagé le nom de ma fille dans des obligations qu'elle ignorait. Anostikana. Éléonore s'est levée. Monsieur, vous déclarez la guerre à ma famille. Auguste s'est levé lentement à son tour. Non. Madame Beaumont, celle qui a déclaré la guerre, c'est celle qui a enfermé ma fille dans cette pièce, pour tenter d'acheter sa dignité, avec une simple indemnité. L'axiom Mason, la réunion s'est achevée sans la moindre signature. Mais personne n'a quitté la pièce comme il y était entré. Le clerc de notaire a sauvegardé le procès-verbal préliminaire. Hélène a récupéré les copies. Marcel Vasseur a exigé formellement la conservation du fichier numérique. Valentine parlait au téléphone dans un coin, à voix très basse, employant des expressions comme gestion de crise et communication externe. Éléonore attendait près de la porte. Rigide, furieuse, mais essayant encore de jouer les matriarches offensées, plutôt que la manipulatrice démasquée. Charles est resté devant la table, que les yeux rivés sur la clause 13, comme si ce numéro avait été gravé au fer rouge dans le bois. Claire a pris son sac et s'est dirigée vers la sortie. Il l'a appelée avant qu'elle ne franchisse le seuil. « Claire, je ne savais pas tout. » Elle s'est arrêtée, mais ne s'est pas retournée immédiatement. Le couloir de l'étude notariale semblait infini, baigné par une lumière blanche, qui ne pardonnait ni les cernes ni les mensonges. « Peu, être », a-t-elle fini par répondre. « Mais tu en savais assez pour me laisser seule à cette table. » Amani. Auguste a attendu que sa fille fasse le premier pas. Sans la toucher, sans la guider. À l'extérieur du bâtiment, Paris restait encombré, bruyante, indifférente. Mais pour Claire, la ville semblait différente. Ce n'était plus une cage de verre et de noms de famille illustres. Pour la première fois depuis des années, chaque klaxon dans la rue semblait lui chuchoter qu'il lui restait encore un chemin à tracer.
La nouvelle n'a pas fait les gros titres ce soir-là. Mais elle a couru plus vite qu'un article de presse dans les cercles bien informés. À Paris, certaines réputations sont d'abord détruites par des messages WhatsApp, puis par de discrètes allusions dans les colonnes financières. Et c'est seulement ensuite que cela devient un scandale public. Éléonore Beaumont le savait mieux que quiconque. A dit à 8 heures, avant même que Charles ne rejoigne les bureaux de la Défense. 3 de ses amis avaient déjà reçu la même version soigneusement édulcorée. Claire Vallet, la belle-fille. Ingrate et ambitieuse. Elle avait tenté de transformer un divorce civilisé en un chantage financier, après avoir révélé une origine familiale qu'elle avait toujours pris soin de cacher. À 10 à 9 heures. Un conseiller en images proche des Beaumont a suggéré que l'affaire soit traitée comme un conflit conjugal motivé par l'appât du gain. À 20 heures. Dans le grand salon de l'hôtel particulier de Neuilly. Éléonore a réuni Charles, Valentine, le directeur financier du groupe, et un attaché de presse. Autour d'une table où personne ne touchait à son assiette, nous n'allons pas laisser cette jeune femme réécrire l'histoire de notre famille, a décrété Éléonore. Les mains posées sur le dossier de sa chaise, Charles, debout près de la fenêtre, observait les phares des voitures glisser entre les arbres de la rue élégante. Il entendait encore la phrase de Claire chez le notaire. « Tu en savais assez pour me laisser seule à cette table. » Valentine a pris le contrôle de la réunion, comme si la situation était encore maîtrisable. Dans un tailleur blanc immaculé, les cheveux tirés en arrière. Elle parlait avec une précision chirurgicale, faisant de chaque mot une pièce maîtresse d'une stratégie de longue date, la priorité absolue est d'empêcher Claire d'apparaître comme la victime, si elle est vue comme une héritière, protégée par un père puissant. Les Beaumont auront l'air d'opportunistes. Nous devons inverser le récit. L'attaché de presse a demandé. Prudent. Quel genre de récit serait tenable? Éléonore a répondu avant Valentine. La vérité qui nous arrange. Claire ne s'est jamais adaptée. Elle refusait de venir aux événements mondains. Elle simulait l'humilité pour mieux nous juger. Et aujourd'hui, elle se pointe avec des avocats et veut nous accuser de montage qu'elle est incapable de comprendre. Charles s'est retourné. Mère, elle a compris cette clause avant moi. La pièce s'est figée. C'était la première fois, depuis très longtemps, qu'il contredisait Éléonore devant d'autres personnes. La matriarche a pris une profonde inspiration, comme si elle faisait face à un enfant insolent, et non au président-directeur général de l'entreprise. Charles, tu es sous le choc. Ne confonds pas son sens de la dramaturgie avec de l'intelligence. Il a regardé Valentine. Et cet email qui a écrit qu'il nous fallait la signature de Claire avant que Vallet ne soit mise au courant, Valentine n'a pas scié. Une formulation maladroite d'un membre de l'équipe juridique. Rien de plus. Le directeur financier a baissé les yeux. Et Charles a compris. Pendant que la maison bourgeoise calculait la meilleure façon de la transformer en coupable, Claire se trouvait dans le vieil appartement qu'elle avait loué avant son mariage. Dans le 11e arrondissement, elle regardait les cartons qu'elle n'avait jamais eu le courage de défaire complètement. L'endroit était minuscule comparé à l'hôtel particulier des Beaumont, mais il y régnait une honnêteté que cette immense demeure n'avait jamais possédée. Dans la cuisine, la cafetière italienne crachotait sur le feu. Elle diffusait un arôme puissant qui la ramenait au matin d'enfance sur le domaine de son père en Bourgogne. Quand Auguste lui apprenait que l'argent pouvait acheter des portes, mais qu'il ne pouvait enseigner à personne comment les franchir avec dignité, Hélène Chapuis était assise à la table, son ordinateur ouvert, tandis qu'Auguste observait sa fille en silence. « Ils vont attaquer ta réputation », a prévenu l'avocate. Claire a tenu sa tasse des 2 mains. Ils ont déjà commencé. Elle a montré son téléphone. Une connaissance du cercle de Neuilly venait de lui envoyer un faux message d'inquiétude. « J'ai entendu dire que tu réclamais une fortune à Charles. J'espère que tout se réglera sans faire de vagues. » Auguste a serré les dents. « Je peux mettre fin à tout cela aujourd'hui. » Claire a regardé son père avec une tendresse fatiguée. « Je sais. Mais si vous faites tout à ma place, ils diront que je n'ai fait que troquer un nom contre un autre bouclier. » Auguste n'a pas répondu. C'était exactement là que résidait sa douleur de père. Avoir assez de pouvoir pour protéger sa fille. Et pourtant, devoir respecter son choix de se protéger par elle-même, le lendemain matin.
Charles est arrivé tôt au siège de Beaumont Investissement, une tour de verre à la Défense, où le café était servi dans de minuscules tasses, et où l'on souriait aux gens même lorsqu'on s'apprêtait à les licencier. En entrant dans le bureau de la présidence, il a trouvé sur son bureau une enveloppe Kraft, sans expéditeur. À l'intérieur, il y avait des copies de correspondances internes, des rapports de garantie et une note manuscrite de l'ancien comptable de la société, Émile Lemaire, qui avait pris sa retraite 2 mois plus tôt sous couvert de problèmes de santé. La première phrase a suffi à couper le souffle de Charles. « Charles, je ne peux plus porter la responsabilité de l'utilisation du nom de votre épouse dans des opérations qu'elle n'a jamais autorisées. » Il a lu une fois, puis 2, cherchant une faille, une brèche, qui n'importe quoi qui puisse ramener le monde à ce qu'il était la veille. Il y avait des dates, des montants, des réunions, des mentions de Valentine, et une directive claire d'Éléonore, tenir Claire éloignée des discussions. Dans un des messages, Valentine écrivait « Elle ne comprend pas le montage. Si Charles ne pose pas de questions, inutile de lui expliquer. » Charles a d'abord ressenti de la honte, avant d'éprouver de la colère, parce qu'il n'avait pas posé de questions. En 3 ans, il n'avait rien demandé. Pourtant, cette honte ne l'a pas immédiatement rendu juste. En fin d'après-midi, il s'est rendu à l'appartement de Claire sans prévenir. Il l'a trouvée dans le parking souterrain de l'immeuble, rentrant d'un rendez-vous avec Hélène. Le sous-sol sentait le béton humide, l'essence et la vieille pluie, éclairé par des néons blancs qui durcissaient les visages. Claire s'est arrêtée en le voyant près de sa voiture noire, sans chauffeur, sans garde du corps, sans l'armure familiale. « Tu ne devrais pas être ici », a-t-elle dit. Charles a fait un pas vers elle. « J'avais besoin de te parler. » Loin d'eux. Claire a serré son dossier contre sa poitrine. C'est ironique. C'est exactement ce que j'ai eu besoin de faire pendant des années, te parler loin d'eux. Je n'y suis jamais parvenue. Buenet, il a encaissé le coup sans baisser les yeux. J'ai trouvé des documents. Des choses que ma mère et Valentine m'ont cachées. Claire a ressenti une lassitude si profonde qu'elle ressemblait presque à de la paix. Et tu viens me demander si c'est vrai. Charles a pris une grande inspiration. Je viens te demander pourquoi tu m'as caché qui tu étais. Pourquoi tu m'as laissé avoir l'air. La phrase est sortie tordue. Blessée. Injuste. Claire l'a regardé pendant quelques secondes. Et dans ce silence, Charles a compris qu'il venait de la frapper à nouveau. Tu es encore préoccupée par ton image. A soufflé Claire. L'ascenseur du parking s'est ouvert au loin, mais personne n'en est sorti. On m'a traité de femme vénale à ta propre table, d'inadaptée lors de tes soirées mondaines, de poids mort dans les discussions de ta mère, et la seule question que tu trouves à me poser, c'est « Pourquoi m'as-tu laissé avoir l'air idiot ?» Charles s'est passé la main dans les cheveux, désespéré contre lui-même. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Claire a lâché un rire triste, sans la moindre trace d'humour. Mais c'est ce que tu as dit. Et c'est peu être ce qui montre. Enfin, la grande différence entre nous, moi, j'ai caché mon nom de famille, parce que je voulais être aimée pour ce que je suis. Toi, tu as caché ta lâcheté derrière le nom de Beaumont, parce que tu avais peur de devoir faire un choix tout seul. And Devon, il est devenu blême. Le mot lâcheté a transpercé quelque chose qu'il gardait au fond de lui depuis qu'il était petit garçon. Depuis ces matins où Éléonore l'obligeait à assister aux réunions de l'entreprise pour apprendre qu'un Beaumont n'hésite jamais, ne reconnaît jamais ses torts, ne protège jamais personne si cela menace la famille. Ma mère m'a appris que l'entreprise passait avant tout, a-t-il murmuré. Claire l'a regardé droit dans les yeux. Et tu l'as tellement cru que tu as placé ton mariage après tout le reste? Ensemble, Charles a voulu lui toucher le bras, mais Claire a reculé avant qu'il ne le fasse. Ce petit geste en disait plus long qu'une porte claquée. « Je ne suis pas venue te demander de revenir. » a-t-il dit, et sa propre phrase a semblé le surprendre. « Je suis venue pour comprendre. » Non, Claire a serré plus fort le dossier contre elle. « Alors comprends bien ceci. Ton silence a aussi signé des documents. Charles, chaque fois que tu as laissé ta mère parler à ta place, elle a obtenu une procuration émotionnelle sur ta vie. Chaque fois que tu as laissé Valentine décider de ce que je pouvais savoir, tu m'as confirmé que je n'étais pas ta partenaire.
Je n'étais qu'un risque à gérer. Peymanade. Il a fermé les yeux. Dans sa poche, son téléphone vibrait sans arrêt. Probablement Éléonore. Peu. Être Valentine. Peu. Être les deux mondes qu'il avait façonnés et qui le rappelaient à l'ordre. Quand il a rouvert les yeux, Claire s'éloignait déjà vers l'ascenseur. « Claire !» l'a-t-il appelée. Elle s'est arrêtée. « Je peux t'aider à exposer ce qu'ils ont fait. » Claire ne s'est pas retournée. Commence par l'exposer à toi-même. Et demande-toi pourquoi il t'a fallu si longtemps. Les portes de l'ascenseur se sont refermées sur lui. Charles s'est retrouvé seul dans le sous-sol, écoutant l'écho d'une phrase qu'aucun rapport financier ne pourrait jamais résoudre. Le soir même, Éléonore recevait Valentine dans son bureau privé de l'hôtel particulier, une pièce tapissée de boiseries sombres, ornée de vieilles photographies d'hommes, des Beaumont souriants lors d'inauguration, et de ventes aux enchères et de dîners de gala. Aucune femme n'apparaissait au centre des images. Seulement sur les bords, tenant des coupes de champagne ou des enfants, de simples ornements d'une dynastie masculine qu'Éléonore avait appris à diriger depuis les coulisses. Elle se servit un cognac, mais n'en a pas proposé à Valentine. Charles montre des signes de faiblesse. A-t-elle déclaré. Valentine est restée debout. Il est perturbé. Claire a su jouer avec sa culpabilité. Éléonore s'est retournée lentement. Ne prononcez pas son nom comme si elle était une adversaire à notre taille. Valentine a pincé les lèvres. Avec tout mon respect. Madame. Elle l'est. Et son père aussi. The Five Notes. Éléonore s'est approchée du bureau et a tiré d'un tiroir la vieille copie d'un document. C'est pour cela que nous devons agir. Avant qu'il ne mette la main là-dessus. Valentine a reconnu la feuille et son sang n'a fait qu'un tour. C'était un brouillon d'autorisation patrimoniale, avec la signature numérisée de Claire insérée en bas de page. Un modèle utilisé en interne pour faciliter les opérations. Vous m'aviez affirmé que cette version avait été détruite. Éléonore a bu une gorgée de son verre. J'ai dit bien des choses pour maintenir cette famille en vie. Pour la première fois, Valentine semblait moins être une complice qu'une prisonnière. Elle avait bâti sa carrière en gravitant autour des Beaumont, acceptant les faveurs. Les promotions et les promesses murmurées par Éléonore. Une partie d'elle avait même cru que, lorsque Claire serait enfin écartée, Charles verrait en elle la femme idéale à ses côtés. Quelqu'un qui maîtrisait le langage de l'entreprise et de la famille. Mais aujourd'hui, face à ce document, le fantasme se désagrégeait en un risque professionnel majeur. Peut être même pénal, certainement moral. Si cela ressort, ils diront que nous avons falsifié son consentement. Éléonore a reposé son verre brutalement. Personne n'a rien falsifié. Claire a signé des dizaines de papiers pendant son mariage. Valentine a baissé la voix. Pas celui-ci. N1. La réplique a flotté entre les deux femmes comme une sentence. Éléonore s'est approchée si près que son ombre a recouvert une partie du visage de la conseillère. Écoutez-moi bien. C'est vous qui avez rédigé ces clauses. C'est vous qui avez piloté ces montages. Vous avez profité de la confiance et de l'argent de cette maison. Si j'ai tombé, je ne tomberai pas seule. Valentine a ravalé sa salive. À l'extérieur, l'hôtel particulier restait magnifiquement éclairé. Parfait. Aux yeux des passants. À l'intérieur, ça commençait déjà à sentir l'incendie. Claire a reçu sa première menace, direct peu après 22 heures. Un message provenant d'un numéro masqué, court et élégant. Comme tout ce qui émanait du monde des Beaumont, acceptez l'accord initial. Où tout le monde saura que vous vous êtes mariés, en dissimulant votre immense fortune, elle l'a lu 2 fois. Puis a tendu le téléphone à Hélène, qui se trouvait encore dans l'appartement, en train d'éplucher des dossiers. Auguste, assis près de la fenêtre, observait le boulevard Haussmann. Auloin, une ligne lumineuse de phare tranchant la ville. Il croit qu'avoir caché ma richesse est un crime moral, a dit Claire, parce que pour eux, toute relation est une simple transaction commerciale. Desricom, Hélène a sauvegardé le message et lui a conseillé de ne pas y répondre. Mais Claire a pris un autre téléphone, son vieil appareil, celui qu'elle n'utilisait que pour les affaires familiales, et elle a appelé Charles. Il a décroché à la 2e sonnerie. D'une voix sourde. Claire. Elle n'a pas pris la peine de le saluer.
Ta famille vient de me menacer. End of crew. Il y a eu un lourd silence à l'autre bout du fil. Puis le bruit d'une chaise qu'on recule. Qu'ont-ils dit? Claire a répété le message mot pour mot. Charles n'a pas essayé de défendre sa mère. C'était un tout petit manque de défense. Mais il n'est pas passé inaperçu. Je vais régler ça. A-t-il promis? Claire a fermé les yeux. Non. Tu vas devoir choisir. Ce que tu appelles régler, c'est exactement ce que tu as toujours fait pour masquer la vérité. Overready. Le lendemain matin, quand Charles a affronté Éléonore, devant Valentine et le directeur financier, la forteresse des Beaumont a définitivement commencé à s'effriter. Il a jeté sur la grande table les documents envoyés par Émile Lemaire, les historiques de messagerie, et la copie de l'email lue chez le notaire. Je veux la vérité tout entière. A-t-il exigé? Éléonore a toisé son fils, avec un mépris teinté de douleur. La vérité tout entière, c'est que tu n'aurais plus d'entreprise, plus de postes, et aucun avenir. Si je n'avais pas pris les décisions que tu n'as jamais eu le courage de prendre. Charles a senti le poids de cette vieille phrase essayer de l'enchaîner à nouveau. Mais cette fois, il revoyait le visage de Claire chez le notaire. Claire dans le parking. Claire lui disant que son silence avait lui aussi valeur de signature. Utiliser le nom de ma femme sans son accord n'était pas un acte de courage. A-t-il rétorqué? C'était de l'escroquerie morale. Même si vos avocats essaient de maquiller ça en stratégie. Valentine a détourné le regard. Et ce simple geste en disait très long. Éléonore a compris que les murs se fissuraient, y compris de l'intérieur. Alors, elle a fait ce qu'elle faisait toujours, lorsqu'elle perdait le contrôle. Elle a frappé au point le plus vulnérable. Tu l'aimes encore? Cette femme? Charles, c'est pour ça que tu es prêt à détruire ta propre mère. N.S.1. Il a pris son temps pour répondre. Quand il l'a fait, sa voix est sortie très bas, mais d'une fermeté absolue. Je ne suis peu être en train de détruire que le mensonge que vous m'avez appris à appeler famille. Enfer. À la fin de la journée, Claire a reçu d'Hélène une copie numérique de nouveaux fichiers fournis par l'ancien comptable. Parmi eux, figurait une série de courriels mentionnant une réunion programmée pour le lendemain matin. À la même étude notariale, officiellement, pour acter le refus de Claire et lui imputer la rupture des négociations, c'était un piège. Si elle ne s'y présentait pas, il dirait qu'elle s'était défilée. Si elle y allait sans être préparée, il tenterait de la faire plier par la pression. Claire est restée de longues minutes silencieuse. Fixant le reflet de son propre visage sur l'écran noir de l'ordinateur, Auguste s'est approché et lui a demandé si elle souhaitait qu'il mène cette réunion à sa place. Elle a secoué la tête. Non, pas cette fois. Sa voix n'a pas tremblé. Demain, je retourne dans cette pièce, mais pas pour mendier le respect. End quoting. Hélène a doucement fermé le dossier. Pourquoi faire alors? Claire, elle a pris le stylo de son père, l'a fait tourner entre ses doigts et a regardé par la fenêtre. Là où Paris brillait comme une promesse redoutable, pour forcer tout le monde à écouter la clause 13, jusqu'à la toute dernière ligne. Homme, le lendemain matin, Claire est retournée à l'étude du 8e arrondissement, sans avoir l'air de chercher une revanche. Elle portait un simple tailleur bleu marine, sans aucun bijou ostentatoire. Ses cheveux étaient dénoués sur ses épaules. Et le vieux stylo de son père était discrètement glissé au fond de son sac. Paris s'était réveillé sous la grisaille. Les avenues étaient saturées de voitures. Et les passants se pressaient sur les trottoirs avec des gobelets de café. Mais en elle résidait un calme étrange. Presque sévère, Auguste marchait à ses côtés, accompagné d'Hélène Chapuis et de Marcel Vasseur. Cependant, cette fois, Claire n'a pas laissé son père entrer le premier. Lorsque la porte du salon privé s'est ouverte, Éléonore Beaumont était déjà assise, impeccable dans une robe claire, comme si l'élégance pouvait gommer sa nuit d'insomnie. Valentine était près d'elle, le teint cireux sous son maquillage. Charles se tenait debout près de la fenêtre, regardant la ville comme un homme, essayant de reconnaître sa propre vie à travers une vitre. Claire est entrée, a salué le clerc de notaire, et a pris la parole avant même que la pièce de théâtre ne commence. Aujourd'hui, je ne suis pas venue négocier ma dignité. Je suis venue terminer la lecture que vous avez essayé d'interrompre.
Éléonore a souri, avec le même mépris civilisé que d'habitude, mais sa voix s'est légèrement éraillée lorsqu'elle a répondu. Vous avez vite appris à parler comme un avocat. Claire, dommage que les jolis discours ne changent rien à ce que vous avez été dans cette famille. Dably, Claire s'est assise posément, a déposé son sac près de sa chaise et a affronté sa belle-mère. Sans hausser le ton. J'ai été l'épouse de votre fils. J'ai été la belle-fille dans une maison où on me traitait comme une invitée indésirable. J'ai été le nom que vous avez apposé sur des documents dont j'ignorais l'existence. Et aujourd'hui, je suis la partie adverse qui exige que le moindre mot soit consigné sur procès-verbal. Il décède, le clerc de notaire, infiniment plus prudent que la veille, qui n'a ouvert son logiciel de saisie et a confirmé la présence de chaque personne. Hélène a immédiatement demandé le versement au dossier des fichiers numériques originaux, ainsi que de toutes les versions successives et les historiques de modifications. Valentine a tenté de s'interposer. Cela dépasse largement l'objet de cette réunion. Bissisement, Charles s'est tourné vers elle. Et pour la première fois, son regard ne cherchait plus d'approbation. Non. L'objet initial de la réunion. C'était de forcer Claire à signer sans rien comprendre. L'objet a changé. Éléonore a foudroyé son fils du regard. « Tu vas te dresser contre ta propre mère. » Charles a répondu doucement, mais sans vaciller. « Je me dresse contre ce qui a été fait avec le nom de ma femme. » Abikosi, le mot femme a traversé la pièce avec un poids inattendu. Claire n'a pas regardé Charles. Elle ne pouvait pas se permettre de confondre une phrase courageuse avec une authentique réparation. Hélène a fait signe au clerc de reprendre la lecture de la clause 13. Depuis le tout début, la lecture a commencé, froide, technique, dénuée de toute émotion. Claire reconnaissait avoir eu préalablement connaissance des garanties consenties au nom de l'entreprise. Elle acceptait la régularité des actes exécutés par les représentants de Beaumont Investissement, et elle renonçait à engager la moindre action future concernant des transactions réalisées en son nom, de façon directe ou indirecte. Marcel Vasseur a ouvert son dossier cartonné et a posé sur la table une copie imprimée. La version envoyée à Claire à la veille de la toute première réunion. Dans cette version, a-t-il expliqué, la clause 13 n'existait pas. Il a ensuite posé une deuxième feuille. Dans celle-ci, insérée quelques heures seulement avant la demande de signature. La clause apparaît. Et avec une rédaction suffisamment large pour couvrir des actes dont Madame Vallée affirme tout ignorer, Tuani, Valentine a pris une grande inspiration. Cette clause a été rajoutée par pure précaution. Claire a enfin tourné les yeux vers elle. La précaution de ceux qui savaient qu'ils avaient des choses à cacher. Éléonore s'est penchée en avant. Fulminante. Faites attention à vos mots. Claire lui a tenu tête. J'ai déjà fait beaucoup trop attention aux mots que les autres utilisaient contre moi. Plus aujourd'hui. Nobson. Hélène a connecté sa tablette à l'écran de la salle, avec l'autorisation du clerc, et a projeté la succession des différentes versions du document. Chaque fichier affichait la date, l'heure et la source. Le premier provenait d'un modèle standard de divorce à l'amiable. Le deuxième intégrait une clause de confidentialité extrêmement renforcée. Le troisième, expédié par Valentine à un assistant juridique, comportait l'annotation suivante. Insérer la renonciation globale sur les cautions. Avant que Vallée n'intervienne, le nom d'Auguste Vallée s'affichait sur l'écran géant, comme l'ombre imposante que tous avaient voulu contourner. Éléonore a gardé le visage impassible. Mais ses doigts se sont crispés sur l'anse de son sac. Valentine était d'une pâleur mortelle. Charles a fermé les yeux un instant. Comme si chaque ligne projetée venait confirmer une part de vérité qu'il essayait encore de nier, Marcel Vasseur a poursuivi. Si Madame Claire Vallée était, comme vous l'affirmez tous, une personne dénuée de patrimoine et strictement étrangère aux affaires de l'entreprise, pourquoi cette urgence soudaine à la faire renoncer à tout questionnement sur les garanties bancaires? Personne n'a répondu. Claire a senti que la salle entière s'attendait à ce qu'Auguste prenne la parole pour la défendre. Mais c'est elle qui s'est penchée vers le micro d'enregistrement. Parce qu'il savait pertinemment que mon nom avait été utilisé à mon insu. Éléonore s'est brusquement levée. C'est une accusation totalement farfelue. Claire a signé des documents tout au long de son mariage. Elle faisait confiance à Charles. Elle prenait part à la vie de famille. Et il ne lui a jamais été interdit de poser des questions. And the Prost. Le mensonge aurait peu
être pu survivre lors d'un dîner, entre deux coupes de cristal et de faux sourires. Mais pas dans cette pièce. Pas face aux historiques de serveurs et aux procès-verbaux. Claire a ouvert son propre dossier pour la première fois. À l'intérieur, qui de parfaites liasses de copies, classées par date, avec de discrets signets bleus. J'ai signé des cartons d'invitation, des factures domestiques, des autorisations de voyage, des documents bancaires personnels, et le contrat du décorateur pour la villa sur la Côte d'Azur, où je n'ai d'ailleurs jamais mis les pieds. Elle a fait une pause. Pesant chaque mot, je n'ai jamais signé de garantie pour combler les dettes de Beaumont Investissement. Je n'ai jamais donné procuration pour une gestion administrative. Et je n'ai jamais consenti à ce que mon identité serve de fusible pour la réorganisation de votre patrimoine. Valentine a tenté de regagner du terrain. Madame n'a pas les compétences techniques requises pour affirmer une telle chose. Claire a saisi le vieux stylo de son père et en a lentement retiré le capuchon. Je n'avais pas les compétences techniques en entrant dans cette famille. Mais j'ai retenu une chose très simple. Quand on est dans son bon droit, on n'a pas besoin d'intervertir les pages la veille d'une signature. Zickenlauf. Le clerc a frénétiquement tapé la phrase. Le bruit sec des touches résonnait comme le marteau d'un juge en miniature. Auguste a alors ouvert une chemise en cuir patiné. Beaucoup plus fine. Il n'y avait aucune arrogance dans ce geste. Seulement une gravité paternelle qui a brusquement ramené Claire à l'odeur de la bibliothèque, en Bourgogne. À ces soirs où il épluchait ses contrats pendant qu'elle faisait ses devoirs à la table d'à côté, avant le mariage. A-t-il déclaré ? Ma fille a ratifié avec moi un acte d'organisation du patrimoine familial. Une partie de ses actifs a été sanctuarisée par des clauses très spécifiques, dûment enregistrées, et antérieures à son union. J'ai accepté que Claire n'en révèle pas les détails à son mari, car elle souhaitait bâtir sa vie sans que l'argent ne vienne s'asseoir dans sa chambre, avant même que l'amour n'ait eu le temps d'y entrer. Ezenedas. Charles a baissé la tête. Éléonore a eu un rire empli d'amertume. Quelle belle histoire. Et tellement commode. Auguste l'a fixé droit dans les yeux. Ce qui est commode, madame, c'est d'essayer de transformer la confiance aveugle d'une jeune épouse en une garantie silencieuse pour éponger une société couverte de dettes. Iselande. Hélène a alors affiché le document enregistré avant le mariage. Aucun montant n'y figurait. Seuls apparaissaient l'existence des protections juridiques et la représentation patrimoniale. Valentine a perdu contenance l'espace d'un instant. Cela ne prouve en aucun cas qu'il y a eu fraude. Claire a répondu avant même Hélène. Mais cela prouve que vous saviez exactement que j'avais des biens à protéger. Evan. La rupture définitive n'est venue ni d'Auguste, ni de Claire. Elle est venue de Valentine elle-même, écrasée par le mutisme de Charles, foudroyée par le regard d'Éléonore, et acculée par l'exactitude des preuves, la conseillère a tenté de sauver sa propre peau. Et ce faisant, elle a arraché le dernier rideau. L'intention n'a jamais été de porter préjudice à Claire de manière personnelle. A-t-elle lâché d'une voix un peu trop aiguë ? Il s'agissait juste d'empêcher que les actifs verrouillés par M. Vallet ne bloquent la restructuration de la holding. Madame Beaumont a affirmé que si Claire signait cette renonciation, il n'y aurait aucune contestation possible par la suite. Indesweiner, à l'instant même où elle a terminé sa phrase, elle a réalisé ce qu'elle venait de dire. La pièce s'est vidée de tout son oxygène. Éléonore s'est tournée vers Valentine avec un masque de haine absolue. Charles fixait Valentine comme s'il la voyait pour la toute première fois. Non pas comme la collaboratrice modèle encensée par sa mère, mais comme l'engrenage parfaitement conscient d'une machine d'une cruauté sans nom. Hélène a demandé au clerc de consigner l'intégralité de cette déclaration spontanée. Valentine a paniqué. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Marcel Vasseur l'a regardé avec un froid polaire. Mais c'est ce que vous avez dit. And reason. Claire n'a ressenti aucun plaisir. Seulement quelque chose de beaucoup plus profond, de beaucoup plus triste. Pendant des années, on l'avait traitée de fille naïve, parce qu'elle ne comprenait pas les codes de cette famille. Aujourd'hui, elle devait constater qu'elle les avait beaucoup trop bien compris. Et c'était sans doute la pire façon de perdre ses illusions. Éléonore a voulu reprendre le pouvoir par la force. Cette réunion est terminée. Elle a empoigné son sac et s'est dirigée vers la porte, mais Charles lui a barré le passage. Il ne l'a pas touchée. Il s'est simplement dressé devant elle, livide, dévasté.
Mais enfin. Debout à la bonne place. Non. Elle n'est pas terminée. Inattenable. Éléonore a écarquillé les yeux. Au toit de mon chemin. Il a pris une grande inspiration. Vous vous êtes servi de Claire. Vous vous êtes servi de mon poste. Vous avez abusé de ma confiance. Et quand le vent a tourné, vous avez essayé de la faire passer pour la coupable. Éléonore a répliqué avec cette cruauté intime. Celle avec laquelle elle l'avait façonnée et éduquée. Pendant des années, j'ai fait ce que tu n'as jamais eu l'audace de faire. J'ai protégé le nom de Beaumont. D'un doute, Charles a tremblé. Mais il n'a pas cédé d'un pouce. Non. Vous avez protégé une imposture. Et vous m'avez appris à appeler cela de la loyauté. Antamade. Claire a écouté ces mots sans faire le moindre mouvement. Une partie d'elle avait attendu ce moment précis pendant des années. Une autre partie savait qu'il arrivait bien trop tard pour sauver quoi que ce soit de leur mariage. Malgré tout, le voir briser ses chaînes n'était pas rien. C'était juste insuffisant pour effacer la douleur. Hélène a repris la direction des débats, égrenant les mesures immédiates. Annulation de tout accord, reposant sur ce brouillon frauduleux, mise en demeure formelle de Beaumont Investissement pour clarifier toutes les garanties, saisie conservatoire des archives internes, rédaction d'un tout nouvel accord de divorce, sans renonciations abusives, sans silence monnayer, et sans transfert illégal de responsabilité financière, Éléonore, poussée dans ses retranchements, a essayé de travestir sa défaite en arrogance. Vous voulez de l'argent, au fond. C'était donc ça. Claire a fermé son dossier avec une infinie lenteur. Si je ne voulais que de l'argent, je serais entrée dans cette pièce, avec mon vrai nom de famille exposé aux yeux de tous. Dès le tout premier jour où vous m'avez traité de moins que rien, la flèche a visiblement percuté Charles de plein fouet. Claire a poursuivi. Je veux que mon nom soit lavé. Je veux que chaque dette porte la signature de celui ou celle qui l'a véritablement contractée. Je veux qu'absolument aucun document ne dise que j'ai consenti à un mensonge. Vaine. Auguste observait sa fille avec une émotion discrète, presque douloureuse. Il était venu armé pour la défendre, pour la protéger. Mais il a compris, à cet instant précis, que Claire n'avait pas besoin qu'il parle plus fort qu'elle. Elle avait simplement besoin qu'il soit là. Pendant qu'elle trouvait enfin le moyen de faire résonner sa propre voix, Charles s'est approché de la table. Il a pris l'une des copies imprimées de la clause 13. Ses mains tremblaient très légèrement. « Je vais signer une déclaration sous serment », a-t-il dit, attestant que Claire n'a jamais participé à la gestion de Beaumont Investissement et que je n'ai aucune connaissance d'un quelconque consentement de sa part concernant ces garanties. Nasride. Éléonore a lâché un cri d'indignation étouffé. « Tu vas livrer ta propre famille. » Charles s'est retourné vers elle. « J'ai déjà livré ma femme le jour où j'ai choisi de me taire. Je ne livrerai pas aussi la vérité. » Valentine s'est caché le visage dans les mains pendant une seconde. Vaincue. Pas par une soudaine bonté d'âme, mais par le froid calcul que sa meilleure option de survie consistait désormais à collaborer avec la justice. Hélène a accepté la déclaration de Charles pour l'intégrer au procès-verbal. Sans pour autant transformer cet acte en rédemption, Claire ne l'a pas fait non plus. Quand Charles a croisé son regard, cherchant peu, être un infime signe de pardon. Il n'y a trouvé qu'un calme inébranlable. « Merci d'avoir dit la vérité », a-t-elle murmuré. « Mais la vérité ne répare pas ce que tu as laissé faire. » Il a hoché la tête, comme s'il intégrait enfin le fait que certaines portes ne s'ouvraient jamais avec de simples remords. Certaines exigeaient du temps, d'autres resteraient définitivement closes. À la fin de la séance, le document original était officiellement rendu caduc. La clause 13, inventée pour faire taire Claire, était devenu le point d'appui qui avait fait basculer la tentative de relier sa signature à des dettes qui ne lui appartenaient pas. Éléonore a quitté la pièce sans un regard pour personne, escortée par un avocat appelé à la hâte, dépouillée de son aura de matriarche invincible. Valentine est restée assise, attendant les consignes, réduite à presque rien dans son grand tailleur blanc. Charles est resté planté près de la porte, comme s'il ne savait plus du tout à quel monde il appartenait. Claire a glissé le stylo de son père dans son sac et n'a signé que le registre de présence, surtout pas l'accord. Le clerc de notaire a vérifié la page et a demandé
avec beaucoup de respect. Si elle désirait ajouter une dernière mention, Claire a balayé du regard cette grande table en bois, où l'on avait failli transformer sa vie en abdication. Elle a regardé Charles, puis Auguste. « Oui », a-t-elle répondu. « Je déclare accepter le divorce, mais je refuse de sortir de ma propre histoire, en tant que coupable de fautes que je n'ai jamais commises. » End of 4. Lorsqu'elle a franchi la sortie de l'étude, une pluie fine commençait à tomber sur Paris. Cette fois, et personne ne lui a tenu le bras pour la guider. Claire a descendu les marches toute seule, sentant que chaque goutte venait nettoyer, non pas la douleur, mais cette honte qui n'aurait jamais dû être la sienne. La semaine qui a suivi n'a apporté aucune paix, seulement un silence public. Et pour une dynastie comme les Beaumont, le silence public était déjà la pire des déchéances. Le communiqué envoyé par l'agence de relations publiques aux journaux financiers était bref, méticuleusement neutre. Il indiquait que Beaumont Investissement allait engager un audit interne concernant sa gouvernance et que Charles Beaumont se mettait temporairement en retrait de la présidence du groupe, dans l'attente des conclusions. Pas un seul mot ne mentionnait Claire. Pas un seul mot ne citait Éléonore. Mais dans le tout Paris, là où le véritable sens des phrases se lit toujours entre les lignes, tout le monde avait parfaitement compris. Dans les couloirs de la Défense, les noms se chuchotaient autour de la machine à café. À Neuilly-sur-Seine. Les invitations au gala ont été discrètement reportées. Les déjeuners au club ont été annulés, et l'hôtel particulier, qui semblait jadis intouchable, a commencé à voir défiler des avocats pénalistes dans des voitures aux vitres teintées. Éléonore continuait de marcher sur le marbre de ses salons, comme si elle régnait encore en maître. Mais le personnel de maison n'accourait plus au premier coup de sonnette. Valentine Dubois, conseillée par ses propres avocats pour sauver sa licence, a fini par remettre les emails et les correspondances qui prouvaient la création frauduleuse de la clause 13. Elle ne l'a pas fait par pur repentir. Elle l'a fait parce qu'elle avait compris que, lorsqu'un mensonge d'une telle ampleur s'effondre, ceux qui se trouvent en dessous n'ont plus le luxe de choisir comment ils tombent. Claire assistait à cet écroulement de loin, depuis son petit appartement du 11e arrondissement, où elle avait enfin commencé à vider ses cartons. Il y avait là des vêtements qui portaient encore le parfum de la demeure des Beaumont, des robes de soirée hors de prix, achetées pour des galas où elle avait toujours souri, les épaules tendues, des escarpins portés lors de dîners fastueux où personne ne lui demandait jamais comment elle allait, des photos d'une lune de miel sur la côte d'Azur, où Charles apparaissait beau, mais déjà terriblement lointain. Prenant les appels de sa mère entre deux promenades sur la plage, elle a trié tout cela, sans précipitation. Certaines affaires ont été données, d'autres ont été remisées. Très peu ont été gardées. Auguste est passé la voir l'après-midi même, avec du café rapporté de Bourgogne et des gougères au fromage encore tiède. Il a glissé. L'air de rien. Qu'il pourrait très bien la ramener au domaine pour quelques semaines. La grande maison est bien trop silencieuse sans toi, a-t-il dit. Essayant de dissimuler son instinct de protection derrière une simple invitation, Claire lui a offert un sourire fatigué. Moi aussi. Je suis bien trop silencieuse sans moi-même. Son père n'a pas saisi le sens exact tout de suite. Mais il n'a pas insisté. Il avait appris que lorsque sa fille formulait ce genre de phrase, c'était qu'elle était en train de recoudre à l'intérieur d'elle-même, quelque chose que personne d'autre ne pouvait effleurer. Le nouvel accord de divorce a été rédigé en des termes limpides, presque cliniques, sans le parfum empoisonné des anciennes moutures, aucune renonciation globale, aucune procuration rétroactive, aucun accord de confidentialité utilisé pour lui masquer la vue. Claire n'a pas réclamé la moindre part de la fortune des Beaumont, qui ne lui appartenait pas, mais elle a exigé que son nom soit effacé et retiré de toute opération commerciale, la publication d'une déclaration officielle reconnaissant l'absence de son consentement sur les cautions, le remboursement intégral de ses frais de justice et une réparation financière proportionnelle au préjudice subi par l'usurpation de son identité patrimoniale. Hélène Chapuis a relu le texte, ligne après ligne. En prenant tout son temps, à un moment donné, elle s'est arrêtée. « Tu es absolument certaine de ne pas vouloir demander davantage ?» Claire a regardé par la fenêtre du cabinet. Le boulevard Haussmann semblait palpiter sous un ciel lourd. Pendant 3 ans, ils n'ont pas arrêté de dire que j'en voulais trop. Aujourd'hui, je veux très exactement ce qui me revient de droit.
Pas un centime de moins, mais pas non plus ce surplus de vengeance qui finirait par me faire ressembler à eux. Offenace. Hélène a fermé le dossier avec un geste de profonde approbation. C'est une posture bien plus difficile à tenir que la vengeance. Claire a répondu. Le visage grave. Je sais. C'est pour ça que je l'ai choisi. Jason. Charles est arrivé chez le notaire bien avant l'heure fixée pour l'ultime signature. Il ne portait pas de cravate. Son visage s'était creusé. Ses yeux étaient cernés par les insomnies. Il dégageait une sobriété triste, qui tranchait avec l'homme pressé qui, quelques jours auparavant, voulait juste boucler son divorce avant sa prochaine réunion de direction. En l'apercevant dans le couloir, Claire a senti une vieille douleur se réveiller, non pas comme une lueur d'espoir, mais comme une cicatrice qui vous rappelle que votre peau a un jour été déchirée. Il n'a pas cherché à s'approcher de trop près. « Merci d'être venu », a-t-il dit. Il a réalisé l'absurdité de sa phrase à la seconde même où il l'a prononcée. Claire a légèrement haussé les sourcils. « Je suis venue parce que je veux moi aussi que tout ça se termine. » Charles a hoché la tête. « Je sais. » Il y avait désormais entre eux un fossé qu'aucun pardon ne pourrait jamais combler seul. Il tenait un dossier noir entre les mains. « Avant que nous n'entrions, il faut que je te remette ça. » Claire ne l'a pas pris immédiatement. Qu'est-ce que c'est? Il a pris une longue inspiration. Des copies de tout ce que j'ai pu exhumer depuis la dernière fois, des messages de ma mère, des autorisations cadres dont elle s'est servie pour forcer la main au conseil d'administration, et une lettre signée de ma main, où je reconnais avoir failli à mon devoir de supervision concernant l'utilisation de ton nom. And Oakley. Claire a regardé le dossier noir. Puis elle a levé les yeux vers lui. Tu as remis ça aux auditeurs externes. Charles a soutenu son regard. Oui. Et je l'ai fait envoyer à Maître Chapuis. Aussi. Cette fois, Claire a pris le dossier. Le geste était tout simple. Mais Charles a semblé y puiser bien plus de soulagement qu'il n'aurait osé en demander. « Je ne fais pas ça pour essayer de racheter mon image à tes yeux. » a-t-il murmuré. La voix brisée. Au début. C'était peu. Être le cas. Peu. Être qu'une partie de moi espère encore que tu finisses par voir que je ne suis pas que l'homme silencieux de l'autre jour. Mais j'ai compris que ce besoin de reconnaissance, c'était encore de l'égoïsme. Alors je vais me contenter de dire ce que j'aurais dû dire bien plus tôt. Je suis désolée. Pas d'avoir été trompée par ma propre mère, mais d'avoir choisi d'être aveugle quand tu avais tellement besoin que je voie la vérité. On sait. Claire a serré le dossier contre elle, comme elle l'avait fait si souvent avec d'autres papiers, des sacs à main et des morceaux d'elle-même. La grande différence, c'est qu'elle ne s'en servait plus comme d'un bouclier. J'ai cru en toi pendant très longtemps. Charles. Il a fermé les yeux, foudroyé. Je sais. Elle a poursuivi, et le pire. Ça n'a pas été de découvrir que ta famille me méprisait. Ça. Je l'ai toujours su. Le pire a été de réaliser que tu trouvais bien plus confortable de ne rien savoir. La phrase n'est pas tombée comme une attaque. Elle est tombée comme une vérité indiscutable. Et ce matin-là, la vérité n'avait plus du tout besoin de crier pour se faire entendre. L'ultime signature a eu lieu dans ce même salon privé où tout s'était effondré, mais l'atmosphère n'était plus du tout la même. Parce que Claire n'était plus la même. Éléonore n'a pas daigné se déplacer. Son avocat a fait savoir qu'elle s'était formellement mise en retrait de l'administration de la holding, et que tout futur contact avec Madame Vallée passerait par des canaux strictement juridiques. Valentine Dubois n'était pas là non plus. Elle se préparait à répondre de ses actes devant l'ordre professionnel. Tout en négociant sa collaboration dans le volet financier du dossier, Charles a signé en premier les attestations concernant l'entreprise, d'abord, puis la convention de divorce. Quand la pointe du stylo a touché le papier, Claire s'est souvenue de la toute première phrase qu'Éléonore lui avait lancée et assise sur cette même chaise, lui promettant qu'elle repartirait sans mari, sans maison et sans nom de famille. Aujourd'hui, il était tout à fait vrai qu'elle repartait sans mari. Mais une maison n'avait jamais été qu'un simple assemblage de pierres, et un nom de famille n'avait jamais été un véritable abri. Lorsqu'il était utilisé comme une laisse, Claire a lu chaque page. Une dernière fois. Le clerc a attendu. Hélène a attendu. Auguste, assis juste derrière elle, n'a pas dit un mot. Le vieux stylo en métal sombre a glissé sur la ligne finale.
avec une infinie fermeté. Il n'y a pas eu de cri de victoire. Pas de musique de triomphe. Pas d'applaudissements. Seulement la beauté tranchante d'une femme qui venait de se restituer à elle-même le droit absolu de décider de sa propre vie. Quand tout a été scellé, Auguste l'a attendu dans le couloir. Il avait les yeux brillants. Même s'il faisait semblant d'examiner avec beaucoup d'intérêt un tableau médiocre accroché au mur. « Tu as signé avec mon stylo », a-t-il lancé. Tentant de garder un ton léger, Claire a laissé échapper un petit rire étouffé. Le premier depuis de très longs jours. Un rire purgé de toute amertume. Il a été très utile. Auguste a doucement secoué la tête. Non. C'est toi qui as été utile. Zenny. Elle s'est approchée et a serré son père dans ses bras. Pendant des années, elle avait évité de trop s'appuyer sur cet homme imposant, de peur que le monde extérieur ne dise que toute sa force venait de lui. Maintenant, elle comprenait que le fait d'être soutenue n'annulait pas le courage, que la protection ne réduisait en rien la liberté. Être aimée par un père puissant ne la rendait pas faible, la faiblesse. C'était le propre de ceux qui ne savaient aimer, que lorsqu'ils pouvaient tout contrôler. « Je ne vais pas rentrer en Bourgogne tout de suite », lui a-t-elle murmuré, le visage encore enfoui contre son épaule. Auguste a reculé d'un pas pour la regarder. Je m'en doutais. Claire a pris une longue inspiration. Je veux rester vivre à Paris. Je vais ouvrir un petit cabinet de conseil. Un cabinet de conseil en stratégie patrimoniale, pour orienter les femmes qui ont signé des papiers sans les comprendre, simplement parce qu'elles faisaient confiance à quelqu'un qui prétendait les aimer. Auguste a souri, avec une immense fierté contenue. Petit cabinet. Pour combien de temps? Claire lui a rendu son sourire. Juste le temps de décider jusqu'où je veux grandir. Any Fording. Charles a entendu une partie de cet échange. Depuis l'autre bout du couloir, sans oser s'approcher, il y avait une forme de justice implacable à se tenir en dehors de cette étreinte, en dehors de cet avenir, et en dehors de la toute première décision que Claire prenait en tant que femme libre. Il a quitté l'étude notariale avant elle. Il est resté quelques minutes planté sur le trottoir, dans l'ombre de l'immeuble de pierre de taille, regardant le flux incessant des voitures sur le boulevard. Son téléphone a sonné. C'était Éléonore. Il n'a pas décroché. Non par vengeance, mais parce que, pour la première fois de sa vie, il comprenait que l'amour filial ne pouvait plus servir d'excuse à l'obéissance aveugle. Quelques minutes plus tard, il a envoyé un court message à sa mère, lui écrivant qu'il pourrait se reparler le jour où elle accepterait de dire la vérité, sans travestir sa propre culpabilité en sacrifice pour la famille. Puis, il a éteint son téléphone, au siège de l'entreprise. Il allait devoir faire face au conseil d'administration, aux auditeurs, et aux milliers de salariés qui ne le regarderaient plus jamais avec le même respect. Il allait perdre son pouvoir, et probablement son poste. Il allait certainement perdre le confort moelleux d'être l'héritier intouchable. Mais il existe un certain type de ruine qui ressemble enfin à de la propreté. En traversant la rue, Charles a compris que pour grandir, il ne s'agissait pas de reconquérir Claire. Il s'agissait de devenir un homme qui n'avait plus besoin de détruire une femme pour apprendre à être honnête. 3 mois plus tard, le cabinet de Claire ouvrait ses portes dans un modeste bureau lumineux, au 12e étage d'un immeuble à 2 pas du boulevard Haussmann. Il n'y avait pas de marbre importé d'Italie, pas de réceptionniste dressé pour intimider les visiteurs, pas de nom de famille gravé en lettres d'or sur le mur. Il y avait un bureau en bois clair, du café noir très fort, des plantes vertes près de la baie vitrée et une plaque d'une élégante discrétion, Claire Vallet, conseil patrimonial. Hélène l'épaulait sur certains dossiers. Auguste passait la voir de temps en temps, rapportant du café de Bourgogne et prétendant qu'il était juste de passage en ville. La première cliente fut une femme de 40 ans. Elle est entrée en serrant très fort un classeur contre sa poitrine, exactement comme Claire l'avait fait. Un jour, morte de peur de paraître ignorante face au jargon juridique, Claire lui a servi un verre d'eau, l'a écouté jusqu'au bout, sans jamais l'interrompre. Et lorsque la femme a murmuré « Je crois que j'ai signé parce que j'avais une confiance absolue en lui », Claire a senti le fantôme de son passé lui effleurer l'épaule, sans la faire vaciller. « Alors, nous allons tout relire ensemble », a-t-elle répondu, cette phrase, d'une si grande simplicité.
a semblé ouvrir une immense fenêtre invisible dans la pièce. À cet instant très précis, Claire a su que sa douleur ne s'était pas changée en rancœur. Elle s'était changée en langage. Charles n'a cherché à la revoir qu'une seule fois, après l'inauguration de son bureau. Il ne s'est pas imposé à l'improviste. Il ne lui a pas envoyé de fleurs. Il n'a pas essayé de maquiller sa culpabilité sous des airs romantiques. Il a simplement demandé à la voir pour prendre un café, dans l'une de ces petites brasseries bondées, au milieu du bruit des tasses et des cadres de la finance, tapant sur leur téléphone entre deux réunions. Claire a accepté, parce qu'elle n'avait plus besoin de le fuir pour se prouver qu'elle était libre. Il lui a annoncé qu'il avait définitivement démissionné de la présidence. En attendant les conclusions de l'audit, qu'Éléonore avait perdu son siège au conseil stratégique et que Beaumont Investissement allait être totalement restructuré par un cabinet indépendant, il a raconté tout cela sans jouer les martyrs, sans transformer sa mère en monstre chimérique pour s'acheter une innocence. Quand il a eu terminé, il a regardé Claire avec une franchise très tardive. « Je t'aime encore », a-t-il lâché. Claire a senti cette phrase venir se poser à un endroit qui avait jadis été sa maison, et qui n'était plus, aujourd'hui, qu'un simple souvenir. Elle n'a pas méprisé ces mots, mais elle ne s'y est pas abandonnée non plus. « Il est possible qu'une partie de moi aime pour toujours l'homme que je croyais que tu étais », a-t-elle répondu avec douceur. « Mais je ne pourrai jamais retourner à l'endroit où j'ai dû éteindre ma propre voix pour avoir le droit d'exister. » Isbe. Charles a acquiescé lentement. Et cette fois, il n'a pas supplié pour avoir une seconde chance. « Je comprends. » Claire a souri, avec une petite pointe de tristesse. « J'espère qu'un jour, tu le comprendras vraiment. » De Cible. Ce soir-là, Claire a marché toute seule le long du boulevard. Après avoir fermé son cabinet, la capitale était vivante, impatiente, remplie de phares aveuglants, de vendeurs à la sauvette, de pas pressés, de gens qui sortaient tard du bureau, et de couples qui se chamaillaient doucement au coin des rues. Elle s'est arrêtée devant un kiosque. Elle a acheté un très mauvais café dans un gobelet en carton, et s'est surprise à sourire de nostalgie pour le café du domaine de son père. Le vent parisien a soulevé quelques mèches de ses cheveux. L'espace d'une seconde. Elle a repensé au cabinet du notaire, à la grande table en bois sombre, à la clause 13, à la main de Charles qui tremblait, au visage d'Éléonore, lorsqu'elle avait fini par comprendre que le pouvoir, lorsqu'il est dénué de vérité, n'est jamais rien d'autre que de la peur habillée en haute couture. Rien de tout cela ne disparaîtrait jamais vraiment. Mais plus rien de tout cela n'avait le pouvoir de la diriger. Claire a continué de marcher, son sac pesant si léger sur son épaule. Le stylo de son père rangé dans la poche intérieure, non plus comme une arme, mais comme un talisman. Elle était sortie de ce mariage sans le nom des Beaumont, sans l'hôtel particulier des Beaumont, et surtout, sans cette illusion désastreuse de croire que l'amour peut suffire, là où le respect fait défaut. Mais elle n'en était pas sortie vide. Elle en était sortie avec son propre nom, tout entier. Et pour la première fois depuis des années, cela lui suffisait amplement. 1 an s'est écoulé depuis le divorce. Claire Vallée ne traversait plus les grands boulevards parisiens avec l'allure d'une femme qui fuyait sa vie d'avant. Elle marchait d'un pas assuré, le sac sur l'épaule, le vieux stylo de son père calé dans sa poche intérieure, porté par un calme profond, qui ne venait pas de la disparition de la douleur, mais de la décision irrévocable de ne plus jamais la laisser dicter ses choix. Le cabinet Claire Vallée, conseil patrimonial, s'était développé bien plus vite qu'elle ne l'avait imaginé. Le petit bureau du 12e étage était toujours aussi sobre. Des plantes près de la baie vitrée, du café noir dans la kitchenette, et cette grande table en bois clair, où aucune femme ne serait jamais bousculée pour apposer sa signature au bas d'une page. Cependant, elle employait désormais 2 assistantes. Elle s'était associée avec une jeune avocate talentueuse, son agenda débordait, et une toute nouvelle plaque trônait dans la salle d'attente, ornée d'une phrase que Claire avait fait graver, avant de croire à une promesse. « Lisez bien ce qu'on vous demande de céder. » Ce matin-là, une jeune femme du nom de Juliette s'est présentée à l'accueil. Elle serrait une pochette contre sa poitrine avec tant de force que Claire y a immédiatement revu son propre reflet. Juliette avait 28 ans. Les yeux cernés, une alliance dorée au doigt, et l'expression perdue de quelqu'un qui ne sait pas encore si elle est en train de demander de l'aide ou de trahir sa propre famille en osant prendre la parole.
Elle s'est assise sur la chaise en face de Claire et a mis un temps infini à poser la pochette sur la table. Mon mari me jure que ce n'est qu'une pure formalité, a-t-elle balbutié. Essayant de sauver la face avec un sourire tremblant, son entreprise a besoin de restructurer certains actifs immobiliers, et sa mère m'a dit que si je refusais de signer, je passerais pour une femme égoïste. Ils disent qu'une véritable épouse soutient son mari sans poser de questions. Bon, Claire n'a pas montré le moindre étonnement. Elle avait appris depuis longtemps que les pires violences arrivaient toujours enveloppées dans de très belles phrases. Elle a simplement rapproché une tasse de café vers la jeune femme. Ici. Juliette. Poser des questions n'est pas un manque d'amour. C'est prendre soin de votre propre vie. To date. Juliette a pris une profonde inspiration et a poussé les documents sur le bureau. Claire ne les a pas touchés tout de suite. Elle a d'abord observé la femme assise en face d'elle, ses doigts qui tremblaient, son regard qui fuyait vers l'écran de son téléphone à chaque vibration, et cette culpabilité toxique, qui suintait bien avant la moindre réponse. « Ils vous mettent la pression pour signer aujourd'hui », a demandé Claire. Juliette a baissé la tête. Le rendez-vous est prévu pour 6 heures. Dans une étude à Boulogne-Billancourt, ma belle-mère a tout orchestré sous prétexte que je faisais perdre la face à mon mari devant ses associés. Claire a senti une ombre très ancienne traverser la pièce. Ce n'était plus de l'effroi. C'était de la mémoire pure. Elle s'est souvenue d'Éléonore Beaumont, lui jurant qu'elle repartirait sans mari, sans maison et sans nom. Elle s'est souvenue de Charles fuyant son regard. Elle s'est souvenue de la clause 13, dissimulée comme du poison dans l'élégance d'un document juridique, mais contrairement à ce qu'elle redoutait jadis, ce souvenir ne l'affaiblissait plus. Claire a ouvert la pochette, pris la première feuille et commencé à lire dans un silence absolu. Le texte était un peu moins barbare que l'accord des Beaumont, mais il reposait sur la même mécanique implacable, des formulations beaucoup trop vagues, des responsabilités diluées, des renonciations discrètes. Une clause évoquait un consentement élargi pour la réorganisation du patrimoine conjugal, une autre faisait état des obligations contractées dans l'intérêt supérieur du foyer, une troisième autorisait une représentation unilatérale pour tout acte lié aux cautions de la société. Claire a posé le papier à plat sur la table. « Vous travaillez dans l'entreprise de votre mari ?» Juliette a secoué la tête. « Non. » Claire a poursuivi. « Vous a-t-on expliqué clairement quels biens immobiliers allaient être engagés, le montant exact des dettes contractées, ou la nature des risques qui vont peser sur votre nom ?» Juliette a serré les lèvres. « Ils m'ont dit que je n'y comprendrais rien de toute façon. » Claire a senti la brûlure de ces mots au creux de l'estomac. Mais sa voix est restée parfaitement douce. Le problème, Juliette, ce n'est pas que vous soyez incapable de comprendre. Le problème, c'est qu'il refuse de vous expliquer. Ikronema, peu avant midi. Hélène Chapuis est passée au cabinet pour un rendez-vous avec un autre client. Claire lui a demandé de jeter un coup d'œil rapide au dossier de Juliette. Hélène a survolé quelques pages, qui a froncé les sourcils, et a confirmé ce que Claire avait déjà repéré. Si vous signez ça aujourd'hui, vous vous exposez à endosser des dettes dont vous ignorez totalement l'existence. Giulietta Blemi. Édouard. Mon mari, il va me hurler que je n'ai aucune confiance en lui. Desvoli, Claire a refermé la pochette avec une grande délicatesse. C'est fort possible. Mais la confiance ne demande pas d'être aveugle. Quelqu'un qui vous aime prend le temps de vous expliquer. Quelqu'un qui vous respecte a la patience d'attendre. Mais quelqu'un qui a besoin que vous signiez sous l'emprise de la peur, cette personne-là ne vous demande pas d'être sa partenaire. Elle vous ordonne de capituler. Treasing daughter. La jeune femme s'est couvert le visage de ses mains et s'est mise à pleurer sans un bruit. Claire s'est levée, est allée lui chercher un mouchoir et n'a rien fait pour interrompre ses larmes. Pendant de longues années, elle avait elle-même pleuré en cachette. Terrifiée à l'idée de froisser la parfaite élégance des autres, aujourd'hui, elle savait que certaines larmes sont le tout premier signal d'un retour à la vie. À 6 heures, Claire a accompagné Juliette chez le notaire, non pas comme une justicière en croisade, et encore moins pour prendre les décisions à sa place, mais simplement pour attester qu'une femme n'avait plus à entrer toute seule dans une pièce conçue pour la faire taire. Édouard, le mari de Juliette, l'attendait de pied ferme avec sa mère et 2 de ses associés. La belle-mère,
Une femme dotée d'une petite voix mielleuse et de 2 billes d'acier en guise d'yeux. A dévisagé Claire de la tête aux pieds. « Qui êtes-vous » ?»« Madame, » a-t-elle persiflé. « Juliette. » Et d'une voix encore fragile, mais déjà bien plus ancrée que le matin même. A répondu « C'est ma conseillère. » Hortings. Édouard a poussé un petit ricanement exaspéré. « Ta conseillère, Juliette ?» Pour l'amour du ciel. Ce sont des affaires strictement familiales. Claire n'a pas bougé d'1 millimètre. Juliette a serré le dossier contre son cœur une dernière fois, avant de le déposer sur l'immense table de réunion. C'est précisément parce que ce sont des affaires familiales que j'exige de tout comprendre, avant de signer quoi que ce soit. Mais l'atmosphère de la pièce s'est métamorphosée à l'instant même. Non pas parce que Claire était intervenue, mais parce que Juliette venait de parler pour elle-même. La mère d'Édouard a aussitôt dégainé sa vieille arme de prédilection, la honte. Elle a déclamé qu'un mariage ne survivait jamais à la suspicion, que les femmes influencées par des étrangers finissaient toujours par détruire les foyers, et qu'Édouard s'épuisait bien assez au travail pour ne pas avoir à prouver sa probité à sa propre femme. Juliette tremblait de tout son corps. Mais elle ne s'est pas démontée. Claire observait ses efforts et a senti une immense émotion, totalement silencieuse, lui serrer le cœur. C'était comme assister au déverrouillage d'une porte blindée. De l'intérieur, Édouard, excédé, a saisi son stylo et l'a poussé violemment avec le document. « Tu signes ça. Et on s'explique à la maison. » Juliette a lancé un regard à Claire. Claire n'a pas esquissé le moindre geste. Elle était juste là, debout. Et parfois, une simple présence suffit à rappeler à quelqu'un qu'il a le droit de choisir. Juliette a pris une grande inspiration. « Non. On s'explique d'abord. Je comprends d'abord. Je lis d'abord. Si les conditions sont justes, je signerai après. Si elles ne le sont pas, je ne signerai jamais. » Un silence de mort s'est abattu sur le bureau du notaire. Claire a repensé à sa propre version de cet instant, à peine 1 an plus tôt. La grande différence, c'est que Juliette n'aurait pas eu besoin d'atteindre le fond du précipice pour s'apercevoir de sa propre valeur. La procédure de signature a été formellement suspendue. Dans l'attente d'une révision complète, Hélène interviendrait dès le lendemain pour évaluer l'ampleur des risques. Édouard est sorti fou de rage. Sa mère l'a suivi. Mortifiée de l'affront, les associés sont partis en rasant les murs. Juliette est restée assise 1 minute de plus, fixant ses propres mains, comme si elle venait tout juste de se les voir greffer. « J'ai bien cru que j'allais tomber dans les pommes. » A-t-elle avoué dans un souffle. Claire lui a souri. Le courage ressemble presque toujours à la peur. Au début. Juliette a lâché un rire nerveux, bordé de larmes. « Et si mon mariage explose à cause de ça ?» Claire a rangé délicatement les papiers dans la pochette et a répondu, d'une fermeté enveloppante. « Alors cela voudra dire qu'il n'a pas explosé parce que vous avez pris le temps de lire. Il aura explosé parce que quelqu'un avait un besoin vital que vous restiez dans l'ignorance. » And from mind, en fin de journée, alors que Claire regagnait son cabinet, elle a trouvé une lourde enveloppe posée sur son bureau. Elle venait de Charles. Il n'avait eu aucun contact depuis des mois, à l'exception d'échanges strictement protocolaires pour solder les derniers litiges de l'audit. À l'intérieur de l'enveloppe, une courte lettre manuscrite. Et la coupure d'un magazine économique de référence, la restructuration de Beaumont Investissement, était officiellement achevée, et Léonore avait été définitivement évincée de tous les conseils consultatifs. Et Charles n'avait pas repris la présidence du groupe, il avait accepté un poste d'une envergure bien moindre, dédié à la conformité et à la transparence financière, un poste que l'ancien Charles aurait sans aucun doute perçu comme une avanie mortelle, sous les Bristol. Il avait écrit « J'ai participé aujourd'hui à un conseil d'administration où un document a été rejeté parce que ces termes manquaient de clarté. Pour la toute première fois, personne n'a pris cette exigence pour une insulte personnelle. J'ai pensé à toi. Je ne t'écris pas pour te demander quoi que ce soit. Je voulais juste dire que certaines vérités continuent de faire leur chemin en nous. » À bien longtemps après le départ de la personne qui nous les a enseignées, Claire a lu la lettre. 1 fois, puis 2. Elle n'a pas pleuré. Elle n'a pas souri. Elle a seulement ressenti une très grande paix. Totalement muette. Comme lorsqu'on regarde enfin une vieille blessure cesser de saigner.
Elle a rangé le Bristol au fond d'un tiroir. Pas dans le dossier des papiers essentiels. Certes, mais pas non plus à la poubelle. Parce qu'il existe des sentiments qui n'ont pas besoin de se transformer en avenir pour mériter une place honnête dans notre mémoire. Dehors. Paris commençait à allumer ses réverbères. Dans le reflet de la vitre de son bureau, Claire voyait son propre visage, se superposer aux immeubles haussmanniens, aux phares des taxis, aux passants, qui marchaient toujours trop vite pour deviner combien de tragédies s'achevaient et combien de vies recommençaient. Chaque jour, derrière les murs des bureaux anonymes, Auguste est apparu peu de temps après, comme à son habitude, avec du café noir de Bourgogne, simulant toujours la plus grande surprise de trouver sa fille encore penchée sur ses dossiers à une heure pareille. « Tu ferais bien de te reposer un peu », a-t-il grommelé en posant le sachet sur le bureau de bois clair. Claire a fermé l'écran de son ordinateur. Aujourd'hui, une femme a refusé de signer un document qui aurait pu ravager son existence. Auguste s'est arrêté net. Son regard s'est adouci. Infiniment. C'est une très bonne journée. Alors, Claire a hoché la tête. Excellente. Handelsika. Il a levé les yeux vers la plaque de l'accueil. Puis vers le vieux stylo posé près du clavier. Tu sais, quand je t'ai offert ce stylo, j'espérais de tout mon cœur qu'il te protégerait. Claire a pris le métal sombre et l'a fait pivoter entre ses doigts fins. Il m'a protégée. Papa. Mais pas parce qu'il a physiquement empêché quelqu'un de me faire du mal. Il m'a protégée. Parce qu'il m'a rappelé que ma propre main m'appartenait. Auguste a souri, trop bouleversé pour trouver une répartie immédiate. Ce soir-là, Claire a quitté la tour de bureau bien plus tard que de raison. Mais elle ne se sentait absolument pas vide. Le quartier de l'Opéra était bouillonnant, bruyant, gorgé de pas précipités, de klaxons rageurs et de cris de camelots haranguant la foule. Elle a acheté un très mauvais café dans un gobelet en carton, comme elle en avait pris la curieuse habitude. Et elle a marché, tout doucement, sans chauffeur attitré, sans un nom de famille emprunté, sans plus rien avoir à prouver à qui que ce soit. Elle a pensé à Juliette, à Hélène, à Auguste, et même à Charles. Elle a pensé à l'infinité de ces femmes, à qui l'on avait si patiemment inculqué de confondre l'amour avec la soumission, et la paix avec le silence. Puis, elle a serré son sac contre son flanc, non pas par réflexe de peur, mais avec l'habitude souveraine de quelqu'un qui sait parfaitement veiller sur ce qui lui appartient, 1 an auparavant. Claire était sortie du bureau du notaire avec la rage farouche de récupérer son prénom. Aujourd'hui, elle comprenait que la conquête de son nom n'était, en réalité, que le tout premier chapitre. La liberté. La seule. La vraie. C'était ce pouvoir inestimable de dire non, sans jamais se sentir coupable d'avoir voulu survivre.